Donc pour situer un petit peu mon témoignage, je suis, comme ça a été rappelé, je suis animateur d'un département de recherche dans une grosse UMR qui comprend à peu près 400 personnes, qui est sur plusieurs sites. Et notre département travaille sur tout ce qui est autour des sciences du numérique, de la donnée, des sujets qui sont assez en vogue, on va dire, de l'intelligence artificielle, qui sont assez en vogue en ce moment. Et donc, dans ce département, eh bien évidemment, comme ça a été rappelé, une des forces vives, voire des fois on dit la force vive, c'est les doctorants. Et il se trouve que alors, les statistiques sont que sur notre panel, donc je ne sais pas ce qu'elles valent, mais en tout cas sur notre panel, environ on peut dire qu'il y a 60% d'étudiants, de doctorants, qui pourront être impactés par cette modification des droits d'inscription. Donc vous voyez que ça va avoir un impact non négligeable en termes de volume, donc on est plus de la moitié. Donc pour continuer un petit peu mon témoignage, déjà quelle est la mécanique des points d'entrée en fait, des étudiants dans notre laboratoire? En fait, il va y avoir 2 points d'entrée, bien évidemment par la formation initiale, donc c'est des étudiants qui vont arriver plus souvent à partir du L3 ou du master en fait. Donc bien évidemment, là aussi, qui vont être impactés par la réforme, ou alors directement en postulant sur des bourses de thèse académiques, où j'y reviendrai. On a beaucoup dans le département des thèses avec des entreprises, puisque justement autour des sciences du numérique, on a des thèses CIFRE par exemple, qui sont des thèses bien connues. Et maintenant, si on regarde le profil de nos étudiants, puisque c'est un élément qui est intéressant par rapport, je pense, à cette réforme, à nouveau, ce n'est pas du tout une étude sociologique ou statistique, c'est simplement en discutant avec nos étudiants, en fait, on se rend compte qu'ils ne viennent pas forcément de milieux aisés, et finalement, ils choisissent, par exemple, de venir dans notre laboratoire, qui est donc sur plusieurs sites, et notamment à Poitiers, parce qu'on est une moyenne ville de province, en fait. Par contre, rattaché, on a la chance d'avoir une UMR CNRS, donc avoir des moyens pour la recherche, mais une moyenne ville de province. Et donc, il nous semble que c'est finalement assez facile pour un étudiant de venir étudier au sens notamment financier, parce que pour se loger, c'est facile. Voilà, les réseaux, on a pointé un petit peu la difficulté du parcours du combattant d'un étudiant qui arrive en France. C'est vrai que dans une petite ville, on a vite accès, ou dans une moyenne ville, on a vite accès à certains services, etc. Donc clairement, ce qu'on voit dans les discussions avec nos étudiants, c'est qu'on est très loin d'étudiants de milieux aisés qui viennent faire leurs études en France, mais on est vraiment sur des étudiants qui veulent faire des études supérieures, notamment de la recherche, mais ne venant pas de milieux aisés. Et donc, mécaniquement, là je crois que c'est évident, ils vont être directement impactés par l'augmentation des frais. Alors par rapport à ça, il y a cette notion de bourse qui apparaît en fait en parallèle de la modification. Alors, ce n'est pas encore mis en place, donc on peut dire c'est peut-être un procès d'intention, mais finalement, si on prend les 2 points d'entrée, la formation initiale, donc il y aurait a priori des aides, des bourses qui pourraient être données. Alors, historiquement, on sait souvent que, en fait, notamment, et ça a été relevé dans une des interventions, voilà, il va y avoir différentes politiques selon les centres, on va dire. On ne vous cache pas que, par exemple, au niveau d'une moyenne ville de province, par exemple, on se dit, le nombre de bourses va être assez limité. Ensuite, quels vont être les critères pour sélectionner ces étudiants? Quand on est responsable de formation, on sait que c'est très difficile, finalement, de sélectionner des étudiants sur dossier, etc. Et finalement, c'est avec le mérite, c'est avec que les étudiants, finalement, font leur parcours, etc. Maintenant, si on prend l'autre point d'entrée, directement au niveau de la bourse. Donc là, vous avez 2 types de bourses. Vous avez les bourses académiques. Et les bourses académiques, il n'y a pas de ce qu'on appelle de contrat d'accompagnement. Donc là, vous avez 2 solutions. Soit c'est l'étudiant qui paye, soit ça retombe sur le laboratoire. Donc ça veut dire qu'on va payer sur le budget du laboratoire l'inscription de l'étudiant. J'imagine pas que les budgets des laboratoires vont augmenter l'année prochaine pour compenser ça. Donc on réduit la capacité du laboratoire, par exemple, à envoyer l'étudiant en conférence ou autre.
Ou alors vous êtes sur une thèse avec projet, donc ça a été cité dans le cas de l'ANR. Moi, je vais prendre plutôt l'exemple d'une bourse industrielle, parce que j'y reviendrai, parce que je pense que c'est un... Moi, je finirai surtout par ça, parce que je pense que c'est un point important. Dans ce cas-là, en fait, on négocie toujours un contrat d'accompagnement quand on a une thèse avec un industriel. Et bien évidemment, ça va être sur ce contrat d'accompagnement qu'on va payer peut-être les frais d'inscription de l'étudiant, mais l'industriel ne va pas plus donner. Il ne faut pas se leurrer, souvent les négociations sont assez serrées avec les industriels. C'est pareil, l'an prochain, je ne pense pas qu'il va y avoir une augmentation. Donc, confère ce que j'ai dit au premier point, la capacité finalement du laboratoire à se déplacer en conférence, etc., va diminuer. Donc, de nouveau, en fait, on pense que ça va avoir un impact non négligeable sur, je dirais, la capacité, comme ça a été rappelé, du laboratoire à créer finalement de la recherche. Alors, pour finir, en fait, c'est vrai que quand on discute avec des gens qui sont en dehors de notre milieu, sur cette augmentation, il y a l'angle d'attaque qui est assez facile en disant pourquoi l'État investirait, si on enlève tous les côtés, le côté humain qui a été rappelé, pourquoi l'État investirait pour des étudiants hors Europe? Et souvent même c'est réduit hors français, hein, quand vous discutez avec certaines personnes. En fait, ce qu'on voit au niveau du laboratoire, l'élément 1 qui a été rappelé de nombreuses fois, c'est tout bêtement parce que prenons vraiment des arguments comptables, hein, puisque allons sur ce terrain, en tout cas pas du tout avec des outils sociologiques, mais simplement de ce qu'on constate, tout bêtement, ça a été rappelé, il y a une progression de la connaissance grâce au travail de ces étudiants. Création de la connaissance pour les laboratoires français, on est bien par rapport à ça, mais aussi, c'est très important, pour les entreprises avec lesquelles on travaille. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un laboratoire comme nous, en fait, les entreprises avec lesquelles on travaille, en partie, sont des entreprises qui sont du local, en fait, qui sont, je dirais, du territoire aux alentours. Et ces entreprises n'iront pas vers des grands centres de recherche parce que c'est loin, parce qu'un industriel d'une petite ou moyenne entreprise ne travaille pas, veut travailler avec quelqu'un qui est proche physiquement, en fait. C'est ce qu'on constate la plupart du temps. Et donc, en fait, il est intéressé, justement, à travers cette progression de la connaissance, on fait progresser aussi la capacité en R&D de cette entreprise. Ensuite, au vu du parcours de l'étudiant, soit il retourne, par exemple, vers le pays dont il est originaire, et dans ce cas-là, souvent, ce que l'on voit, c'est qu'il a accès à un poste décisionnel, en tout cas sur des postes à responsabilité. Et en général, à part si ça s'est très mal passé en France, eh bien, il y a un lien, ça a été rappelé, la notion de ce réseau. Il y a un lien avec la France qui s'est créé et qui ramène en général déjà un lien humain, mais aussi un lien économique dans certains cas. Et enfin, comme j'ai beaucoup insisté sur cet aspect-là, parce qu'on fait souvent le procès que peut-être l'université, les laboratoires sont déconnectés en fait du monde économique qui l'entoure. Justement, nous, la plupart de nos thèses sont des thèses CIFRE ou des thèses industrielles. Eh bien, quand ça se passe bien, la plupart du temps, les étudiants sont recrutés par l'entreprise. Et je parle toujours de ces petites entreprises de nos territoires qui jamais n'auraient recruté quelqu'un qui vient de loin, mais c'est simplement, en fait, ils l'ont connu pendant la thèse, ils recrutent la personne, et cette personne augmente la capacité d'innovation d'une petite entreprise de nos territoires. Donc il y a un gain énorme, et ça on a plein d'exemples, on peut citer plein d'exemples, on a un gain énorme pour nos entreprises françaises à travers ces étudiants-là. Alors le dernier argument qu'on peut nous dire, mais c'est de la concurrence pour nos étudiants français. Ça aussi on peut l'entendre en fait. Après, je dirais l'argument un peu l'investissement de l'État, c'est de la concurrence. Mais le problème, si on reprend notre exemple de notre laboratoire, on est dans le secteur du numérique. On est dans un secteur donc de l'informatique, on est dans un secteur en termes d'emploi qui est en grande tension. C'est-à-dire qu'on se bat, nous, pour garder nos étudiants, pour qu'ils finissent leurs études, parce que les entreprises les recrutent avant qu'ils aient fini. Donc aller à ces étudiants, leur vendre, d'aller faire de la recherche sans vraiment avoir un plan de carrière bien tracé, parce qu'on sait que c'est quand même un peu précaire, ça a été rappelé comme situation, avec un salaire pendant 3 ans qui est inférieur à ce que va leur proposer l'entreprise,
nos étudiants, à part l'unique qui a une vocation de recherche, nous n'avons pas d'étudiants qui vraiment veulent poursuivre vers la recherche. Donc justement, au-delà de ce que apportent ces étudiants qui viennent de loin avec leur culture, etc., ils apportent aussi, remplissent un rôle de manque de recrutement. Il faut faire, soyons pragmatiques, de manque de recrutement au niveau de nos étudiants français. Donc, par ricochet, dans les entreprises par la suite, au niveau des secteurs R&D. Donc en fait, on ne peut même pas soulever cette notion de concurrence avec des étudiants français. Et pour conclure, juste une anecdote, en fait, pour voir l'impact que ça a. En fait, le jour où il y a eu l'annonce, j'étais en TP. Et bon, alors c'est peut-être pas bon signe, mes étudiants sont quand même beaucoup connectés, y compris en TP. Et donc, il y a eu un vent de panique qui s'est propagé, parce que justement, en face de nous, on a pas mal d'étudiants qui sont justement impactés par ça. Et il y a eu vraiment un vent de panique, c'est-à-dire qu'on a dû arrêter le TP pour discuter de ça, parce que les étudiants ont commencé à parler entre eux. Étudiants impactés ou pas, hein, mais dans les promos, il y a des cohésions qui se mettent en place. Et il y a eu vraiment un vent de panique, ce qui montre quand même que ce n'est pas anecdotique et l'impact que ça peut avoir. Je vous remercie. Merci.